Yaa Asantewaa fut la reine-mère et la chef militaire qui mena la résistance Ashanti contre l'Empire britannique à la fin du XIXe siècle. Née au cœur du royaume Ashanti, elle devint la gardienne du Golden Stool, symbole sacré de l'unité et de la dignité du peuple. En 1900, face à la menace coloniale et à la profanation du Golden Stool par le gouverneur britannique Frederick Hodgson, elle incita son peuple à la révolte et dirigea la guerre contre l'envahisseur. Ce documentaire retrace l'épopée de Yaa Asantewaa, femme de courage et de dignité, qui incarna la lutte pour la souveraineté et l'honneur du royaume Ashanti. Son nom résonne encore comme un symbole de la résistance africaine face à la domination coloniale. Dans la poussière rouge de Bessiaz, au cœur du royaume Ashanti, naît en 1840 une enfant promise à l'histoire, Yaa Asantewaa. Sa venue au monde coïncide avec une période où le Ghana est un carrefour de traditions ancestrales et de tensions naissantes. Dans cette société matrilinéaire Akan, la lignée se perpétue par les femmes, conférant à la future reine-mère un poids social déterminant. Sa mère, Atapo, veille à l'éducation de sa fille, tandis que son père, Kwaku Ampoma, veille sur les terres agricoles de la famille. Yaa Asantewaa grandit entouré de symboles, les tissus kente, les tabourets royaux, les rituels sacrés. Son regard se forme à l'ombre des arbres à palabres, là où les aînés transmettent la sagesse et les valeurs de la communauté. À ses côtés grandit son frère, Afran Panin. De quelques années son aîné, il incarne la force et la continuité de la lignée. Doué pour la diplomatie et l'art de gouverner, il devient le Edweso aîné, le chef de la cité d'Edweso. Par son ascension, il ouvre à Yaa Asantewaa les portes du pouvoir. Entre eux, un lien de confiance indéfectible se tisse, nourri par leur histoire familiale et leur dévouement au peuple Ashanti. Pendant que Yaa Asantewaa mûrit, l'empire Ashanti vacille sous les pressions coloniales. Depuis des décennies, les envahisseurs européens convoitent les richesses du royaume, l'or, le cacao, l'ivoire. Les traités inégaux se multiplient, fragilisant les alliances entre les cités-États. Les chefs Ashanti oscillent entre résistance et compromis, et chaque année voit la menace coloniale s'approcher un peu plus. Yaa Asantewaa apprend à cultiver les terres de Boankra, à gérer les récoltes et les échanges commerciaux. La culture du cacao et de l'igname lui enseigne la patience et la résilience. Elle devient mère à son tour, confirmant son ancrage dans la communauté. Au fil des saisons, elle participe aux décisions du clan, apprend à écouter et à juger. Sa voix porte au conseil des anciens, car dans ce système matrilinéaire, les femmes détiennent un pouvoir respecté. Les palabres se tiennent sous l'arbre sacré. Yaa Asantewaa observe les anciens débattre des questions de guerre et de paix, de commerce et de justice. Son esprit s'imprègne des traditions du peuple Ashanti. Elle comprend que le destin d'une femme est aussi celui de toute une lignée. Son rôle n'est pas de subir, mais de décider. Dans cette Afrique où chaque village est un monde, Yaa Asantewaa incarne déjà la dignité et l'autorité. Le trône d'or n'est pas encore menacé, mais la colonisation avance masquée, tissant sa toile dans l'ombre. La société matrilinéaire Akan, pilier de l'organisation sociale, sera bientôt le théâtre d'un affrontement entre la tradition et l'impérialisme. Dans la touffeur des forêts du royaume Ashanti, la fin du XIXe siècle s'annonce tumultueuse. Entre 1883 et 1888, l'empire Ashanti est secoué par une guerre civile fratricide. Les cités-États, jadis unies par le serment d'Osei Tutu et la magie d'Okonfo Anokie, se déchirent désormais pour le contrôle des richesses et des lignées. Les alliances se forment et se défont sous l'œil inquiet des anciens, alors que le peuple endure le fardeau des querelles royales. Yaa Asantewaa, encore dans l'ombre du pouvoir, observe les rivalités et les intrigues des cours Ashanti. Elle comprend que l'unité, fondement du Golden Stool, est en train de s'effriter. Les marchands, les guerriers et les nobles n'ont plus qu'un mot à la bouche, le commerce de l'or et des armes,
convoité par les puissances européennes qui avancent comme des ombres sur le pays. En 1894, le destin frappe à sa porte. Son frère, Afran Panin, le Edwessoene, s'éteint, laissant derrière lui un trône fragile et un peuple en quête de stabilité. Yaa Asantewaa, en vertu de son statut de reine-mère, nomme son petit-fils pour lui succéder. Par ce geste, elle inscrit son nom dans la continuité des rois Ashanti et s'affirme comme gardienne de la lignée. Sa main est ferme, son regard perçant. Elle sait qu'un chef sans soutien est un chef mort-né. Dans les cours royales et sous les arbres à palabres, son autorité est respectée. Son rôle de reine-mère la désigne comme protectrice du Golden Stool, symbole sacré de l'unité Ashanti. Dans la cosmogonie de son peuple, le trône d'or n'est pas qu'un siège. Il est le réceptacle des esprits des ancêtres et le lien entre les vivants et les morts. Toute atteinte au Golden Stool est un crime contre l'âme même de la nation. À mesure que l'ombre britannique s'étend sur la côte de l'Or, les tensions coloniales se font plus pressantes. Les émissaires britanniques, armés de traités et de canons, avancent inexorablement vers Koumassi. Les alliances se sont testées, les trahisons se multiplient. Les négociants européens proposent des fusils contre de l'or, attisant la discorde entre les chefs. Les promesses d'amitié se révèlent des pièges. Le ver est dans le fruit. En 1896, la catastrophe s'abat sur Koumassi. Le roi Prempeh Ier, figure de la résistance, est capturé et envoyé en exil aux Seychelles avec de nombreux dignitaires. La capitale Ashanti est tombée sous la botte britannique. Les rituels sacrés sont interrompus, les palais pillés, les symboles profanés. Yaa Asantewaa, seul au milieu des ruines politiques, porte désormais la lourde responsabilité de maintenir la dignité du peuple. Dans les rues de Koumassi, le Golden Stool est menacé. Les colons ignorent tout de son importance spirituelle. Pour eux, il n'est qu'un trophée. Mais pour Yaa Asantewaa, il est le cœur battant de la nation. Dans cette période sombre, une lueur persiste. Yaa Asantewaa, forte de sa foi en la tradition et en l'honneur, refuse de céder. Son esprit est celui d'Osei Tutu et d'Okomfo Anokye. Dans la tourmente, elle devient plus qu'une reine-mère. Elle se transforme en symbole vivant de la résistance Ashanti. Le temps est venu pour elle de passer de l'ombre à la lumière. Après l'exil forcé de Prempeh en 1896, Koumassi, capitale du royaume Ashanti, tombe sous l'administration britannique. Les soldats coloniaux patrouillent les ruelles, imposant leur présence. Les symboles Ashanti sont confisqués ou profanés, les palais vidés de leurs trésors et l'autorité des chefs affaiblie par la peur et la division. Le Golden Stool, invisible mais omniprésent dans les esprits, devient l'enjeu d'un affrontement qui se prépare. Dans les mois qui suivent, la tension monte. Les colons britanniques, inconscients de la profondeur spirituelle du trône d'or, voient en lui un simple objet de prestige. Pour les Ashanti, c'est le siège de l'âme de la nation. Ce contraste d'interprétation devient une fracture irréconciliable. En mars 1900, le gouverneur britannique Frederick Hodgson convoque les chefs Ashanti à Koumassi. Sous un ciel chargé de nuages, dans une salle silencieuse, il prend la parole. Sa voix résonne, froide et impériale. Il exige la reddition totale des Ashanti et ose demander le Golden Stool pour asseoir son autorité sur la nation tout entière. Il déclare « Pourquoi le Golden Stool n'est-il pas encore sous mes ordres ? Pourquoi n'ai-je pas encore eu l'honneur de m'asseoir sur ce trône sacré ? Je suis le représentant de la puissance suprême et je gouvernerai sur vous comme si vous m'aviez remis ce symbole. » Un silence glacial suit ces mots. Les visages se ferment. Dans les cœurs, la honte et la colère grondent. Quelques jours plus tard, un conseil secret se tient sous l'arbre à palabres. Les chefs se réunissent, leurs visages graves. Yaa Asantewaa est présente, drapée dans son kente royal. Elle écoute les discours hésitants des hommes qui craignent pour leurs terres et leur vie. Les arguments se croisent. Certains prônent la diplomatie, d'autres redoutent la force britannique. Alors, Yaa Asantewaa se lève. Sa voix fend le silence. Son regard transperce l'assemblée.
elle prononce ces mots qui résonneront pour l'éternité. Maintenant, j'ai vu que certains d'entre vous craignent d'avancer pour défendre notre roi. Si nous étions au temps des braves Osei Tutu, Okomfo Anokie et Opoku Ware, aucun chef n'aurait osé rester assis à regarder les Blancs enlever notre roi sans tirer un seul coup de feu. Aucun Européen n'aurait osé parler à des chefs Ashanti comme le gouverneur l'a fait ce matin. La bravoure de l'Ashanti serait-elle morte? Je ne puis le croire, je ne puis l'accepter. Si vous, hommes de l'Ashanti, vous refusez d'avancer, alors nous, les femmes, nous irons. J'appellerai mes sœurs. Nous combattrons les Blancs. Nous combattrons jusqu'à la dernière d'entre nous. Sa main se tend vers un fusil posé à terre. Dans un geste solennel, elle le saisit et d'un seul mouvement, le lève et tire en l'air. La détonation résonne comme un défi. Dans ce geste, c'est toute l'histoire d'un peuple qui refuse de plier. Les anciens, les guerriers et les nobles présents sentent l'appel du sang et des ancêtres. Les femmes, rassemblées derrière leur reine-mère, murmurent des prières et des chants de guerre. Le souvenir d'Osei Tutu et d'Okomfo Anokie, fondateurs de l'unité Ashanti, plane sur le conseil. Le trône d'or, invisible mais présent, semble briller d'une lueur nouvelle. Dans ce chapitre s'achève l'hésitation. Ya Asantewa, en brandissant l'arme et en prononçant ces mots, unit le peuple autour d'elle. La guerre du Golden Stool, née de l'humiliation et de l'arrogance britannique, est désormais inévitable. Et dans cette guerre, c'est une femme qui se dresse, défiant les conventions et l'histoire elle-même. Dans les collines et les forêts épaisses de la région d'Ashanti, l'appel de la résistance se propage comme un feu sacré. Ya Asantewa, désormais chef de guerre, prend en main l'organisation militaire de son peuple. Autour d'elle, des chefs de clan, des anciens et des jeunes guerriers se rassemblent sous la bannière de la rébellion. Les préparatifs commencent dans un climat de tension et de détermination. Dans les villages, les forgerons fabriquent des armes traditionnelles, fusils anciens, lances, machettes, tandis que les femmes confectionnent les batakari kese. Ces tuniques sacrées, brodées d'amulettes et de gris-gris censés rendre les guerriers invincibles. Les batakari kese sont faits de poches cousues, remplies de talismans, de versets coraniques ou de poudre magique, vestiges d'un savoir ancestral. Revêtir le batakari kese, c'est entrer dans le combat avec l'âme des ancêtres. Ya Asantewa, le regard déterminé, supervise elle-même la préparation des troupes. Elle rassemble une armée de 5000 combattants, hommes et femmes, unis par la volonté de défendre le Golden Stool. Dans l'enceinte sacrée de Kumasi, elle harangue ses guerriers. Les visages graves, les cœurs brûlants, ils écoutent la voix de la reine-mère résonner. Il vaut mieux périr en défendant le Golden Stool que de vivre en esclavage. Les Ashanti adoptent des tactiques d'embuscade, utilisant leur connaissance des forêts et des sentiers secrets. Les guerriers se déplacent de nuit, frappent et disparaissent dans les ténèbres. Les éclaireurs rapportent les mouvements des troupes britanniques, qui peinent à avancer dans un territoire qu'ils ne comprennent pas. À Kumasi, les Britanniques se retranchent dans le fort. Le siège commence. Les Ashanti encerclent la place, coupant les vivres et les communications. La famine et la maladie affaiblissent la garnison coloniale. Les Ashanti frappent sans relâche, harcelant les lignes ennemies, incendiant les entrepôts et attaquant les convois de ravitaillement. Dans les nuits lourdes d'encens et de prières, Ya Asantewa convoque ses conseillers. Autour d'un feu, elle consulte les anciens et les guerriers. Les discussions sont graves. Comment maintenir la pression? Comment briser le siège ennemi? Les regards échangés portent le poids d'un peuple tout entier. Ya Asantewa rappelle alors à chacun le serment des ancêtres et le devoir sacré de défendre le Golden Stool. Ces paroles résonnent comme une incantation. Nous avons hérité d'un trône d'or et d'un peuple fier. Nul n'a le droit de le livrer à l'envahisseur. C'est notre vie ou notre honneur. L'armée britannique, forte de renforts venus d'autres colonies africaines, contre-attaque avec une puissance de feu supérieure. Les batailles font rage. Les troupes de Ya Asantewa, malgré leur courage,
cède lentement face à l'artillerie et aux fusils modernes. Les forêts résonnent de cris, de détonations, de chants de guerre. Les femmes, en première ligne, tombent les unes après les autres, mais continuent de brandir les armes. Au fil des mois, la résistance s'épuise. Les chefs tombent ou sont capturés. Les vivres se font rares. Les esprits restent dignes, mais le corps faiblit. Finalement, Ya Asantewaa est encerclé avec ses plus fidèles conseillers. Ils tombent les uns après les autres dans des combats désespérés. Le 3 mars 1901, Ya Asantewaa est capturé. Ses mains sont liées, mais son regard reste indomptable. Les Britanniques l'emmènent vers l'exil, comme ils l'ont fait pour Prempeh Ier avant elle. Ses compagnons d'armes, 15 conseillers dévoués, sont eux aussi capturés et déportés. Le peuple Ashanti, à genoux mais non soumis, voit partir sa reine-mère avec des chants de deuil et de résistance. Ainsi se termine la guerre de Ya Asantewaa, une guerre de dignité et de fierté, un combat pour la liberté et la mémoire. Sur les rivages lointains des Seychelles, Ya Asantewaa foule une terre étrangère, loin de Koumassi et des tambours ancestraux. Le ciel bleu et la mer immense semblent vouloir engloutir ses souvenirs. Pourtant, dans son regard brûle encore la flamme de la dignité. Les premiers jours de son exil sont marqués par l'isolement, la surveillance constante et les regards méfiants des autorités coloniales. Leurs mots sont froids, leurs ordres inflexibles. Mais son esprit, lui, reste libre. Elle refuse la soumission. Dans sa case, elle invoque les ancêtres. Chaque matin, elle récite les prières de ses aïeux. Elle se souvient du Golden Stool, du sang versé pour sa défense et de la terre rouge de Bessize. Ses pensées se tournent vers ceux qu'elle a laissés derrière elle, les guerriers, les femmes, les enfants. Elle imagine leurs visages, leurs espoirs suspendus à son nom. La vie quotidienne en exil est un lent supplice. Les journées s'étirent dans une monotonie trompeuse. Les compagnons d'exil, les chefs, les dignitaires et les guerriers partagent avec elle les souvenirs du trône d'or et des batailles passées. Ils murmurent des légendes autour du feu, réécrivant en secret l'histoire de l'Ashanti pour que le monde ne l'oublie pas. Ensemble, ils entretiennent la mémoire et la fierté d'un peuple qu'on veut soumettre. Des lettres s'échangent, dissimulées dans les replis des vêtements, portant des messages de résistance et d'espérance. Des mots d'amour, de loyauté, de défi. Les femmes d'Ejissou, les anciens de Koumassi, les enfants d'Ashanti. Tous attendent un signe, un retour. Dans ses écrits clandestins, Ya Asantewaa trouve la force de tenir. Pour son peuple, elle n'est pas une reine vaincue, mais une reine captive et invincible. Son nom circule comme un talisman. On murmure qu'elle parle encore aux esprits, qu'elle rêve du jour où l'Ashanti renaîtra libre. Sa présence aux Seychelles devient symbole de résistance. Chaque sourire, chaque regard, chaque mot échangé est un acte de défi. Les années s'écoulent, rythmées par les saisons tropicales. Les maladies et la fatigue minent peu à peu ses forces. Pourtant, jamais elle ne plie. Son regard, toujours fier, porte en lui la mémoire d'Osei Tutu et d'Okomfo Anokie. Elle est le lien entre hier et demain. Le 17 octobre 1921, dans un souffle apaisé, Ya Asantewaa rend son dernier soupir. La mer emporte la nouvelle. L'Afrique apprend la mort de sa reine captive. À Ejissou, Koumassi et dans chaque village Ashanti, les tambours résonnent d'un deuil solennel. Les pleurs et les chants se mêlent pour honorer sa mémoire. Une funéraille royale se tient dans les cœurs et dans les songes. Un trône d'or drapé de quinte, un cortège de femmes vêtues de blanc, des prières murmurées à l'aube. Son nom, à jamais gravé dans l'histoire, continue de porter la flamme de la liberté. Ya Asantewaa n'est plus prisonnière des Seychelles. Elle est devenue immortelle. L'année 1924 marque le retour de Prempeh Ier sur les terres de l'Ashanti. Après près de 3 décennies d'exil, il foule à nouveau le sol rouge de Koumassi, escorté de dignitaires et de chefs restés fidèles à son règne. Les tambours résonnent d'un son grave,
annonçant la réconciliation entre un roi déchu et un peuple blessé, mais invaincu. Parmi les cendres et les espoirs, un nom émerge, Ya Asantewaa. Ses restes sont rapatriés des Seychelles, portés comme une relique sacrée. Un cortège silencieux accompagne ses cendres à Ejisu, où les prêtres et les anciens préparent la sépulture royale. Sa présence, bien que symbolique, ressuscite la fierté des Ashanti. Le Golden Stool, resté à l'abri des profanations, n'a jamais été remis aux colons. Sa survie est la preuve vivante de la résilience Ashanti. Il brille désormais plus fort encore, gardien de l'identité d'un peuple qui n'a jamais renoncé à sa dignité. Dans les palais et les villages, les récits de sa défense circulent de bouche à oreille. Les enfants, rassemblés à la tombée du jour, écoutent les anciens conter l'histoire de Ya Asantewaa, sa bravoure, ses discours, son combat pour le Golden Stool et pour la liberté. L'oralité devient la pierre angulaire de l'héritage. Les femmes, assises sous les arbres à palabres, transmettent la force de Ya Asantewaa. Elle raconte comment, par son courage, elle a élevé la voix des femmes jusqu'au sommet du pouvoir, défiant le silence et la peur. Elle est devenue le modèle de la reine-mère Ashanti, celle qui veille sur les âmes et les trônes. Les générations à venir grandissent avec son nom gravé dans leur cœur. Les années passent, le monde change, l'Afrique se réveille. Les voix de l'indépendance s'élèvent de Dakar à Accra. Au Ghana, le combat pour la liberté trouve un écho puissant dans l'héritage de Ya Asantewaa. Le 6 mars 1957, le pays tout entier célèbre son indépendance. Les tambours résonnent à nouveau, cette fois pour annoncer une victoire qui appartient à tout un continent. Dans les rues de Kumasi, les enfants brandissent des drapeaux aux couleurs vives. Les anciens, vêtus de kent, murmurent des prières à la mémoire de celle qui fut le flambeau de la résistance. Le Golden Stool, toujours inviolé, est le témoin silencieux de ce nouveau chapitre de l'histoire. Ya Asantewaa vit désormais dans chaque femme qui ose se dresser, dans chaque homme qui refuse la soumission, dans chaque enfant qui rêve de liberté. Son héritage est immortel. Ya Asantewaa incarne l'héritage politique et symbolique d'une Afrique fière et invincible. Reine-mère d'Ejisu, elle a uni son peuple face à la plus puissante armée coloniale de son temps. Sa voix, ses mots et ses actes ont allumé la flamme de la résistance dans un empire en péril. Par son courage, elle a rappelé aux hommes leur devoir de défendre l'honneur et la souveraineté du Golden Stool, symbole vivant de l'âme Ashanti. Sa dignité est restée intacte jusque dans l'exil, portant la mémoire de son peuple comme un étendard. Son nom est gravé dans l'histoire. Une femme qui s'est dressée face au canon et qui a défié un empire. L'Afrique et le monde peuvent encore apprendre d'elle. La dignité ne s'achète pas, elle se défend. Le courage ne se décrète pas, il se forge dans l'adversité. La résistance est l'arme des peuples qui refusent de céder. Ya Asantewaa nous enseigne que le cœur d'un empire réside dans la fierté de son peuple et dans le refus de plier face à l'injustice. Son héritage nous rappelle que, même lorsque le monde semble plier sous le joug de la colonisation ou de l'oppression, la voix d'une femme seule peut encore faire trembler les murs d'un empire.